Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings de cet épisode peuvent être catastrophe naturelle, anxiété climatique, désespoir, mort animale, contamination, pénurie, violences humaines en contexte de crise, deuil collectif. Le traitement sera sobre, rien de spectaculaire, on parle de peur, de narration et de responsabilité. Il y a des horreurs qui arrivent en hurlant, un monstre qui fracasse une porte, une silhouette au bout du couloir, une main sous le lit, une bouche dans le noir. Et puis, il y a l'éco-horreur. Elle arrive autrement. Elle arrive avec un été qui ne finit pas, avec une pluie qui tombe au mauvais moment, avec une eau qui a un goût bizarre, avec un jardin silencieux, avec un ciel orageux à 17h, avec des insectes qui ne reviennent plus, avec une alerte météo qu'on ferme d'un geste sec parce qu'on en a marre, parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne peut pas vivre chaque jour comme si c'était la fin du monde. Et c'est exactement là que ça devient terrifiant. L'éco-horreur, ce n'est pas simplement la nature qui se venge, c'est la version facile, presque confortable. La nature en colère, les humains punis, la morale qui tombe comme un couperet. Vous avez détruit, maintenant, vous payez. Ça peut fonctionner, oui, mais c'est court, c'est même trop propre, trop satisfaisant. La vraie éco-horreur est plus sale que ça, plus lente et plus intime. Elle ne nous dit pas seulement « la planète va mal », elle nous montre ce que ça fait quand le monde qui te portait commence à ne plus te porter de la même manière. Et là, on n'est plus dans un monstre extérieur. On est dans le sol sous les pieds, dans l'air qu'on respire, dans le verre d'eau qu'on porte à notre bouche, dans la nourriture qui pourrit trop vite, dans les routes qu'on ne peut plus prendre, dans les maisons qui deviennent invivables, dans les corps qui fatiguent, dans les gens qui changent. L'éco-horreur, c'est une horreur du lien rompu. Lien au vivant, lien aux saisons, lien aux autres, lien à l'idée même du futur. Et l'effondrement dans tout ça, ce n'est pas forcément une explosion, ce n'est pas forcément une ville en feu avec des gens qui courent en slow motion. L'effondrement, dans les meilleurs récits, c'est beaucoup plus pervers. C'est une addition de petites pertes, une accumulation, une normalité qui se dégrade tellement lentement qu'on continue à mettre la table pendant que le plafond s'ouvre. C'est ça qui me fascine dans ce sous-genre. Il ne te demande pas simplement d'avoir peur de mourir, il te demande d'avoir peur de t'habituer. Parce que l'être humain s'habitue à tout. C'est sa force et c'est son drame. Il s'habitue à la chaleur, il s'habitue aux alertes, il s'habitue aux restrictions, il s'habitue aux espèces qui disparaissent, il s'habitue aux forêts qui brûlent, il s'habitue aux rayons vides, aux masques, aux coupures, aux files d'attente, aux discours rassurants qui ne rassurent plus personne. Et un jour, ce qui aurait dû être impensable devient juste comme ça, maintenant. L'éco-horreur raconte cette phrase-là. C'est comme ça, maintenant. Et cette phrase, c'est déjà un cauchemar. L'une des premières choses que l'éco-horreur modifie, c'est le monde sensible. Pas besoin de montrer un cataclysme, il suffit de changer un détail. Le bruit, par exemple. Un quartier où il y avait des oiseaux et où, soudain, il n'y en a plus. Une forêt trop calme, un champ sans insectes, une maison où le silence n'est pas paisible mais suspect. Le silence écologique est une horreur très particulière. Ce n'est pas le silence d'une pièce vide, c'est le silence d'une absence. Quelque chose devait être là et ne l'est plus. Et ton corps le sait avant ton cerveau. On croit toujours que la peur vient de ce qui apparaît, mais parfois la peur vient de ce qui manque. Une abeille, une odeur de terre après la pluie, une saison normale, une nuit fraîche, une couleur dans le ciel. L'éco-horreur travaille avec ses manques. Elle t'apprend à écouter l'absence. Et c'est là qu'elle devient vraiment forte. Parce qu'elle ne se contente pas de dire « le vivant disparaît ». Elle te fait sentir que cette disparition a une texture. Il y a aussi l'air. L'air dans l'éco-horreur est souvent le premier intrus. Un air trop chaud, trop lourd, trop sec, trop humide. Un air qui n'entre plus dans les poumons comme avant. Un air qui sent la fumée, le métal, le plastique, la vase, la moisissure. C'est important parce que l'air est invisible. On le croit neutre. Et on oublie qu'on dépend de lui chaque seconde. Et quand l'air devient suspect, il n'y a plus de refuge. Tu peux fermer la porte à un tueur, tu peux éteindre la lumière, tu peux quitter une maison hantée, mais tu ne peux pas arrêter de respirer.
L'eau aussi devient un personnage. Pas l'eau spectaculaire d'une inondation forcément, l'eau du robinet, l'eau de la pluie, l'eau stagnante, l'eau qu'on rationne, l'eau qu'on regarde avant de boire, l'eau qui devrait être transparente mais qui ne l'est plus tout à fait. Et là, le quotidien bascule, parce que l'horreur la plus efficace est souvent celle qui attaque le banal. Elle ne dit pas « regarde un monde fantastique », elle dit « ton monde mais légèrement contaminé ». Le frigo qui ne tient plus pendant la canicule, les murs qui suintent, les plantes qui jaunissent d'un coup, les animaux qui se comportent bizarrement, le chien qui refuse de sortir, les fruits qui pourrissent sur la table, une coupure d'électricité qui dure trop longtemps. Ce sont des détails minuscules, mais qui font quelque chose de très violent. Ils révèlent que notre confort repose sur un système fragile, un système tellement présent qu'on ne le voit plus. On croit vivre dans une maison, en réalité on vit dans un réseau. Eau, air, énergie, nourriture, transport, soins, information. Tout tient par des connexions. L'éco-horreur coupe les connexions une par une, et à chaque coupure, elle pose la même question. Tu croyais être autonome. Non, tu étais raccordé. L'effondrement dans ce genre doit être compris comme une dramaturgie, pas comme un gros événement spectaculaire. L'effondrement commence souvent par du langage. On change les mots. On dit plus catastrophe, on dit épisode. On ne dit plus pénurie, on dit tension d'approvisionnement. On ne dit plus danger, on dit vigilance. On ne dit plus zone sacrifiée, on dit zone impactée. On ne dit plus on ne contrôle plus, on dit la situation est suivie. L'éco-horreur adore ce langage froid, ce langage administratif qui met des gants blancs sur une réalité sale. Parce que c'est un langage qui rassure en apparence, mais qui fait peur quand tu l'écoutes vraiment. Un communiqué peut être plus glaçant qu'un cri. Éviter les déplacements non essentiels, l'eau reste impropre à la consommation, les autorités recommandent de rester à l'intérieur. Les causes exactes restent inconnues, il n'y a pas de danger immédiat. Cette dernière phrase surtout, pas de danger immédiat dans un récit d'horreur, c'est quasiment une malédiction. Parce que ça veut dire qu'il y a danger, mais qu'on gagne du temps avec la syntaxe. L'effondrement avance aussi par adaptation. Et c'est là qu'il devient le plus effrayant. Le premier jour, on dit « ce n'est pas normal ». Le 10e, on dit « ça recommence ». Le 100e, on dit « prévois une bouteille d'eau au cas où ». Un an plus tard, on a des routines. L'humain ritualise la crise pour survivre. C'est logique, c'est même nécessaire. Mais narrativement, c'est terrible parce que ça montre comment l'exception se transforme en décor. Et un monde qui accepte son propre dérèglement comme décor, c'est déjà un monde hanté. L'éco-horreur n'a donc pas besoin de nous montrer Paris sous l'eau ou une forêt entière qui hurle. Elle peut rester dans une cuisine, une femme remplit des bidons, un homme vérifie une application météo toutes les 20 minutes, un enfant demande pourquoi il ne peut pas jouer dehors, personne ne répond vraiment et ça suffit, parce que l'effondrement est entré dans la maison. Il faut aussi parler de la grande tentation du sous-genre, faire de la nature un monstre, la nature qui attaque, la forêt qui veut tuer, les animaux qui se vengent, les plantes qui envahissent, la mer qui avale, la terre qui recrache. C'est efficace, évidemment. Ça réveille quelque chose d'ancien, une peur primaire. Ce que nous avons dominé se retourne contre nous. Mais il faut être précis. La nature n'est pas un personnage moral. Elle ne punit pas, elle ne donne pas de leçons. Elle ne prépare pas une vengeance avec un petit sourire sadique. C'est là que beaucoup de récits ratent l'éco-horreur. Ils donnent aux vivants une psychologie humaine trop simple. Comme si la planète était une mère énervée qui disait « vous allez voir ce que vous allez voir ». La vraie terreur est plus froide. Le vivant réagit, les équilibres bougent, les chaînes se déplacent, les espèces changent de territoire, les maladies circulent, les sols meurent, les eaux montent, les feux prennent. Et tout ça n'a pas besoin de nous haïr. C'est justement ça qui fait peur, l'indifférence. C'est comme dans l'horreur cosmique, mais à hauteur de jardin. Nous ne sommes pas au-dessus, nous sommes dedans. Et ce dedans peut nous broyer sans intention, sans jugement et sans haine. Là, l'éco-horreur devient adulte. Elle arrête de raconter la nature contre l'homme. Elle raconte plutôt l'homme a voulu se croire extérieur au vivant et cette fiction s'écroule. Parce qu'on n'est pas séparés. On respire ce qu'on pollue, on mange ce qu'on abîme, on boit ce qu'on contamine, on vit dans ce qu'on dérègle. C'est une boucle. Et l'horreur, c'est de comprendre que la boucle se referme. Il y a une autre horreur essentielle, le corps. L'éco-horreur est une horreur organique, pas forcément du body horror spectaculaire, pas forcément des mutations en gros plan, parfois plus simple. La fatigue, la chaleur qui rend fou, la peau qui colle, le sommeil qui ne vient plus, les migraines, les nausées, la gorge qui brûle, le ventre qui se serre. Le corps devient un capteur écologique.
On a tendance à penser les catastrophes comme des images, feu, tempête, inondation. Mais le corps, lui, ne vit pas des images. Il vit des contraintes. Trop chaud, pas assez d'eau, trop de fumée, trop de stress, trop de bruit, pas assez de sommeil. Et quand le corps fatigue, la morale fatigue aussi. C'est une chose que l'éco-horreur peut raconter avec une brutalité magnifique. Nous ne sommes pas des esprits purs. On peut avoir de grandes valeurs, de grands principes, de belles idées. Et puis, il fait trop chaud. On n'a pas à manger, on a peur pour ses proches, on n'a pas dormi et on devient quelqu'un d'autre. La crise écologique dans les récits n'est pas seulement extérieure, elle entre dans les nerfs. Elle rend irritable, paranoïaque, violent, mou, absent. Elle transforme les relations. Un couple ne se dispute plus pour les mêmes raisons, une famille ne parle plus de l'avenir de la même façon, des voisins commencent à compter ce que les autres ont, le partage devient une question de survie, la générosité devient coûteuse. Et c'est là que l'effondrement social commence, pas avec des hordes de pillards comme dans les clichés post-apo les plus paresseux, non, avec une petite crispation, un calcul, un « nous d'abord », un « je ne peux pas aider tout le monde », un « tu aurais dû prévoir ». Ce sont ces phrases qui font peur, parce qu'elles sont humaines, parce qu'elles sont compréhensibles et parce qu'elles sont déjà là en germe. L'éco-horreur n'a pas besoin de transformer les gens en monstres. Elle montre comment des gens ordinaires, sous pression, deviennent capables de justifier presque n'importe quoi. Et là, ça tape plus fort qu'un tentacule géant. Le sous-genre a aussi un rapport très fort à la maison. La maison, dans l'horreur classique, est souvent hantée par un passé. Un meurtre, un deuil, un secret familial. Dans l'éco-horreur, la maison est hantée par son environnement. Elle moisit, elle chauffe, elle se fissure, elle prend l'eau, elle attire des insectes, elle ne protège plus de l'air extérieur, elle dépend d'une clim qui peut lâcher à tout moment, elle dépend d'un réseau électrique qui peut tomber, elle dépend d'une eau potable qui peut disparaître. La maison devient une peau, cette peau est poreuse. J'aime beaucoup cette idée. Dans l'éco-horreur, il n'y a plus vraiment de dedans et de dehors. Le dehors entre, par les fenêtres, par les tuyaux, par les murs, par les poumons, par la nourriture, et cette porosité est terrifiante parce qu'elle détruit le fantasme du refuge. On peut avoir une belle maison, des murs solides, une porte fermée, une alarme, un portail. Si l'air est mauvais, si l'eau est contaminée, si la chaleur monte, si la nourriture manque, tout ça ne sert plus à grand-chose. C'est une horreur très démocratique en surface. Tout le monde respire, mais très inégale dans ses conséquences. Une éco-horreur intelligente doit le montrer. Parce que non, l'effondrement ne frappe pas tout le monde pareil. Il y a ceux qui peuvent partir, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ont une maison isolée, ceux qui vivent sous les toits, ceux qui achètent de l'eau, ceux qui attendent une distribution, ceux qui ont de l'ombre, ceux qui travaillent dehors, ceux qui transforment la catastrophe en expérience survivaliste et ceux qui la subissent sans décor héroïque. Si un récit dit l'humanité est coupable, sans distinguer les responsabilités et les vulnérabilités, il devient paresseux. Il peut même devenir violent. L'éco-horreur adulte ne dit pas « nous méritons tous ». Elle demande qui a profité, qui a nié, qui paye et qui disparaît en premier. Là, elle devient vraiment politique. Pas politique au sens discours plaqué, politique au sens elle regarde les rapports de pouvoir. Et l'horreur adore les rapports de pouvoir parce que le monstre, très souvent, c'est lui qui peut décider que ta souffrance est acceptable. Il faut aussi parler de la beauté, parce que l'éco-horreur peut être incroyablement belle. Et c'est même un de ses pièges les plus tordus. Un ciel orange d'incendie, c'est magnifique. Une tempête, c'est magnifique. Une mer qui monte, c'est hypnotique. Une forêt malade peut avoir une beauté étrange, presque sacrée. Une ville vide sous poussière peut être sublime. Et c'est là que le malaise arrive. Pourquoi est-ce que je trouve beau ce qui détruit ? Notre époque consomme beaucoup les images de catastrophes. On regarde, on partage, on commente, on est ému, puis on passe à autre chose. On transforme le désastre en esthétique, en feed, en contenu. L'éco-horreur peut critiquer ça avec une puissance folle. Elle peut mettre le spectateur dans une position inconfortable. Tu regardes le ciel orange, tu le trouves beau, puis tu te souviens que quelque part, des gens suffoquent, des animaux meurent, des maisons partent, des forêts deviennent cendres. La beauté devient coupable. Et ça, narrativement, c'est précieux, parce que ça complexifie le regard. L'horreur n'est pas seulement dans ce qu'on voit, c'est la manière dont on le regarde. Un bon récit d'éco-horreur ne se contente pas de montrer un paysage dévasté. Il demande qui regarde, depuis où, avec quelle sécurité, avec quelle distance, avec quel privilège. C'est exactement les mêmes questions qu'on se posait dans le dossier Found Footage, l'éthique du regard. Regarder n'est pas neutre ici non plus. Un autre piège énorme, le sermon. L'éco-horreur peut vite devenir une conférence déguisée. Un personnage qui explique tout, un scénario qui répète « vous voyez, c'est important »
des scènes qui n'existent que pour délivrer un message, et là, même si le message est juste, la fiction meurt. Le lecteur ou l'auditeur n'a pas besoin d'être assommé, il a besoin de sentir. Tu veux parler de pénurie? Montre une mère qui ouvre un placard et qui compte en silence. Tu veux parler de chaleur? Montre quelqu'un qui ne supporte plus le bruit de son propre ventilateur. Tu veux parler de disparition du vivant? Montre un enfant qui n'a jamais vu autant de papillons que ses parents en décrivent. Tu veux parler de déni? Montre un repas de famille où tout le monde parle d'immobilier pendant que la fumée s'accumule dehors. L'éco-horreur est forte quand elle reste incarnée, quand elle passe par le geste, les objets, les corps, les contradictions. Parce que les contradictions, c'est nous. On sait, mais on continue. On a peur, mais on ferme l'alerte. On veut agir, mais on est épuisé. On veut croire que ça ira, mais on achète quand même 2 packs d'eau de plus. On veut aimer le monde, mais on participe à ce qui l'abîme. On veut être lucide, mais pas au point de ne plus pouvoir vivre. L'éco-horreur, quand elle est bonne, ne nous juge pas de haut. Elle nous met face à cette boue intérieure. Et c'est beaucoup plus intéressant. Il y a aussi la question du doom porn. Le doom porn, c'est la jouissance de la fin, le plaisir noir de tout voir brûler. C'est une esthétique de l'anéantissement qui finit par devenir confortable. Puisque tout est foutu, plus besoin de choisir, plus besoin de réparer, plus besoin de tenir. C'est une tentation très forte dans les récits d'effondrement. Tu montres le pire, encore pire, toujours pire. Les humains deviennent des chiens, le monde devient gris, la violence devient la seule loi et fin. C'est peut-être efficace 5 minutes. Après, c'est souvent creux. Parce que la vraie horreur n'est pas que tout soit foutu. La vraie horreur, c'est qu'il reste quelque chose à faire dans un monde abîmé. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Les récits vraiment forts ne donnent pas forcément de happy end. Il n'y a pas besoin de faire pousser une fleur miraculeuse au milieu de ruines avec une musique douce. Mais il peut refuser le cynisme total. Il peut montrer un geste, une entraide, une mémoire, une graine, un soin, une personne qui refuse de devenir un prédateur, une communauté qui se construit maladroitement, un enfant à qui on dit la vérité sans lui voler tout espoir. Ce n'est pas naïf, c'est même radical. Dans un récit d'effondrement, continuer à prendre soin est un acte de résistance. Et l'éco-horreur peut raconter ça sans devenir sucrée. Elle peut rester noire, dure, impitoyable, tout en refusant l'idée que la seule vérité de l'humain serait la cruauté. Parce que ce n'est pas vrai, et surtout, ce n'est pas intéressant. Les gens en crise peuvent être horribles, oui, ils peuvent aussi être sublimes, et l'horreur vit dans cet écart. Ce sous-genre a plusieurs grandes formes. Il y a l'éco-horreur intime, domestique, celle que je préfère souvent, une maison, une famille, un quartier, une odeur, une maladie, un été impossible. Elle ne cherche pas l'échelle planétaire. Elle montre l'effondrement dans une cuisine. Elle sait qu'un robinet qui tousse peut être plus terrifiant qu'un discours présidentiel. Il y a l'éco-horreur survivale, plus physique. Forêt, désert, canicule, neige, mer, montagne, pénurie. Là, le corps est au centre. Le monde devient une épreuve, le danger est immédiat, mais le sous-texte peut rester profond. Qu'est-ce que survivre veut dire si le monde d'avant ne revient pas? Il y a l'éco-horreur folk, où un territoire a une mémoire, la terre, le village, le rituel, les saisons. Souvent, la communauté sait quelque chose que le personnage ignore, et l'horreur naît de cette collision. La modernité qui arrive avec ses certitudes face à un sol qui a ses règles. Il y a l'éco-horreur industrielle, usines, pollution, laboratoires, pesticides, décharges, secrets d'entreprise. Ici, le monstre est très humain. Il porte un costume, signe des rapports, parle de rentabilité, et parfois, c'est le plus effrayant de tous les monstres parce qu'il a des avocats. Il y a l'éco-horreur cosmique, où l'humain comprend qu'il n'est qu'une forme de vie parmi d'autres, provisoire et remplaçable. Là, le vivant devient presque une force étrange. Les champignons, les océans, les bactéries, les forêts, pas méchants, mais radicalement autres. Et puis, il y a l'éco-horreur de l'après, le post-effondrement. Mais attention, pas forcément les grandes ruines stylées, plutôt l'après comme fatigue, comme mémoire, comme adaptation, comme transmission. Ce qui relie ces formes, c'est la même phrase souterraine. Le monde n'est pas un décor. Le monde agit, le monde répond, le monde résiste, le monde se défait et l'humain doit arrêter de se croire extérieur à la scène. Écrire l'éco-horreur demande une vraie précision, sinon on tombe vite dans les clichés. Premier cliché, la nature reprend ses droits. C'est joli, mais souvent trop vague. Quel droit, quelle nature, au profit de qui? Ça peut sonner profond alors que ça ne dit pas grand-chose. Deuxième cliché, l'humain comme virus.
Là aussi, c'est tentant. Mais dire l'humain et le virus, c'est souvent éviter de parler des structures réelles. Industrie, politique, inégalité, profit, colonialité, extraction, déni organisé. Tous les humains ne détruisent pas de la même manière, tous les humains ne décident pas, tous les humains ne profitent pas non plus. Troisième cliché, le sauvage pur contre la civilisation corrompue. C'est un vieux fantasme, dangereux, simpliste, souvent colonial en arrière-plan. L'éco-horreur doit se méfier de la pureté. La pureté est rarement innocente. Quatrième cliché, tout expliquer. Si le récit devient un dossier scientifique trop sec, il perd la chair. La science peut être passionnante, mais elle doit servir l'attention, pas remplacer la scène. Cinquième cliché, faire du vivant une décoration verte. Des plantes, des racines, des spores, des animaux, mais sans vraie logique. Le vivant n'est pas un papier peint. Il a des cycles, des interdépendances, des étrangetés. Il faut le respecter, même dans la fiction. La règle pour moi, c'est simple. Fais sentir avant d'expliquer. L'air d'abord, la gorge d'abord, le silence d'abord, la sueur d'abord, la faim d'abord. Ensuite, tu peux parler du système. La faim, justement, est un motif fondamental. Pas seulement la faim spectaculaire du survival extrême, la faim comme obsession lente, comme calcul, comme honte. Quand il n'y a plus assez, tout change. On ne mange plus pareil. On regarde l'assiette autrement, on juge les portions, on cache, on stocke, on ment, on échange, on vole peut-être, on se déteste d'y penser. La pénurie est une horreur morale parce qu'elle transforme chaque ressource en question. Qui a droit ? Qui attend, qui décide, qui mérite, qui peut payer, qui est sacrifié. L'éco-horreur, là, rejoint presque le thriller social. Le monstre, c'est l'organisation de la rareté. C'est la file d'attente, c'est le vigile, c'est la porte fermée, c'est la rumeur qu'un camion arrive, c'est la foule qui commence à bouger. Et en même temps, le récit peut trouver une humanité incroyable dans ces scènes. Quelqu'un partage, quelqu'un garde une part pour un absent, quelqu'un ment pour protéger, quelqu'un refuse de céder à la panique. C'est ça qu'il faut regarder. L'effondrement ne transforme pas automatiquement les gens en bêtes. Il révèle les failles, oui, mais il révèle aussi les grandeurs. Et l'horreur devient plus forte quand elle est acceptée par les deux. Il faut aussi parler du deuil. L'éco-horreur est souvent une horreur du deuil collectif. Pas toujours un deuil avec un corps, un enterrement, un nom, un deuil plus diffus. Le deuil du lien, le deuil d'une saison, le deuil d'un paysage d'enfance, le deuil d'un futur imaginé, le deuil d'une espèce qu'on ne retrouvera pas, le deuil d'une confiance. Ce type de deuil est dur à écrire parce qu'il peut devenir abstrait. Il faut donc le ramener à un détail. Un grand-père qui dit « avant, ici, il y avait ». Une grand-mère qui garde une photo d'un lac maintenant sec, un enfant qui apprend le nom d'un animal disparu comme on apprend un mythe, une ville où les anciens arbres ont été coupés pour éviter qu'ils tombent, une plage où l'on ne se baigne plus. Le deuil écologique a une particularité terrible, il ne ferme pas. Il n'y a pas toujours de rituel, pas toujours de tombe, pas toujours de moment clair où dire « c'est fini ». Il continue, il recommence, il s'additionne. Et l'éco-horreur peut donner une forme à ce deuil. Elle peut dire « oui, cette tristesse est réelle », « oui, cette fatigue a un nom », « oui, ce sentiment d'habiter un monde qui disparaît sous tes yeux mérite d'être raconté ». Mais là encore, attention à l'esthétique de la tristesse. Il ne s'agit pas de faire joli avec la perte, il s'agit de lui rendre son poids. La grande force de l'éco-horreur, finalement, c'est de supprimer la distance. On aimerait croire que l'horreur est ailleurs, dans un village isolé, dans une maison abandonnée, dans un futur lointain ou sur une autre planète. L'éco-horreur dit non. C'est ici, dans ton frigo, dans tes poumons, dans ton robinet, dans ton application météo, dans ton réveil, dans tes courses, dans la manière dont tu regardes l'été, dans la manière dont tu t'inquiètes quand il ne pleut pas, dans la manière dont tu espères un orage comme une délivrance. Elle transforme le quotidien en présage. Et c'est pour ça qu'elle est difficile à consommer. Elle ne se referme pas quand l'épisode se termine. Elle continue dehors. Elle accompagne le réel. Mais c'est aussi pour ça qu'elle peut être importante, parce qu'elle ne nous endort pas forcément. Elle peut nous rendre plus attentifs, pas plus parfaits, pas plus purs, pas plus héroïques, plus attentifs à l'air, aux autres, aux mots qu'on utilise, aux petits dérèglements qu'on normalise, aux systèmes qui rendent certains corps plus exposés que d'autres, aux gestes minuscules qui restent possibles. L'éco-horreur n'est pas là pour nous donner une morale propre, elle est là pour nous retirer l'illusion que le monde est un décor gratuit. Je terminerai cet épisode avec 3 images. La première, un jardin, un matin d'été. Pas un jardin abandonné, un jardin entretenu. Il y a une table, une chaise, un bol de café.
Tout semble normal, mais il n'y a aucun bourdonnement, aucun oiseau, aucun mouvement dans les feuilles. La personne au centre de la scène lève la tête et comprend, sans preuve, que le silence est une mauvaise nouvelle. Deuxième image, un supermarché sous néon. Les rayons ne sont pas vides, pas encore, mais ils sont moins pleins. Les gens ne courent pas, ils ne crient pas, ils comptent, ils regardent les packs d'eau, les conserves, les dates et les mains des autres. Et dans cette politesse tendue, dans ces paniers trop lourds, l'effondrement est déjà là. Pas spectaculaire, organisé et presque propre. Troisième image, une nuit trop chaude, les fenêtres ouvertes, l'air n'entre pas, il stagne. Le téléphone vibre, nouvelle alerte. On la lit à moitié, on soupire, on ferme. Dehors, une odeur de fumée lointaine. Rien de visible, juste cette sensation. Le monde insiste et nous, par fatigue, nous apprenons à l'ignorer. La promesse, l'éco-horreur n'est pas seulement une horreur de catastrophe, c'est une horreur de l'habitude, de la dépendance, de la perte. Elle nous rappelle que le vivant n'est pas un décor, que l'effondrement est souvent une lenteur et que la peur la plus moderne n'est peut-être pas la fin du monde. C'est continuer à vivre comme si le monde ne parlait pas. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode consacré à l'éco-horreur. J'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et moi je te retrouve très vite pour de prochaines histoires qui font peur. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.